C'est une belle époque que nous sommes en train de vivre. Il fleurit au quotidien des lois iniques, mais à 5 jours du printemps, ce serait une hérésie que d'évoquer la politique, évidemment. Bannissons l'amorosité, sortons la tête de la matrice pour voir la réalité, les couleurs, les paysages se transformer au liqueur. Le week-end arrive et comme je l'ai dit un peu plus haut, le printemps n'est pas loin. Soyez les bienvenus, La France Libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe, avec Patrick et avec Jean-Pierre ce soir. Bonsoir messieurs et à vous. Bonsoir messieurs, dames. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors c'est vrai que ce soir on a un parterre de messieurs et on n'a pas de dames. C'est comme ça, c'est la vie. On fera mieux lundi et puis voilà. Mais l'important c'est que ce qu'on a à dire soit dit, que ce soit par des dames ou des messieurs. Et donc voilà, aujourd'hui ce qu'on voudrait c'est saluer l'arrivée du printemps dans un premier temps. En tout cas dans les régions Rhône-Alpes, je peux vous confirmer qu'il fait doux ou presque chaud. Il y avait 24 degrés tout à l'heure. C'était quand même relativement doux. Évidemment, on s'attend pas à garder cette température pendant jusqu'à l'été, bien évidemment, mais c'est déjà un bon prémisse pour se dire qu'on va avoir un printemps sympathique. Voilà. Alors évidemment, il y a des oiseaux de bonne ou mauvaise augure, je sais pas comment on peut dire, qui nous disent que à certains endroits précis de la France, eh bien, on a, figurez-vous, la sécheresse. Ouais, c'est-à-dire il n'y a pas assez, les nappes phréatiques n'ont pas assez remonté. Alors on nous explique qu'effectivement en Bretagne, dans les Alpes et je ne sais plus où encore, là les nappes phréatiques sont au taquet, tout va bien. Par contre, ma mère misère, comme on dit là-bas, dans d'autres régions, voilà, les personnes interviewées nous expliquent que on est au millimètre près et qu'on doit construire des tuyaux pour aller chercher l'eau dans le Rhône. Enfin, toute problématique qui existe depuis la nuit des temps, des tuyaux dans le Rhône, on en a installé, je pense, depuis l'époque romaine. Pour irriguer des zones comme le Languedoc notamment, qui est toujours traditionnellement un peu plus sec. Donc toutes ces remarques sur le climat sont d'ordre général d'une part et ressemblent furieusement à toutes les remarques qu'on a pu se faire sur ces mêmes régions pendant des années et des années en arrière. Donc rien de neuf sous le soleil, c'est le cas de le dire, et encore moins sous la pluie. En matière de changement climatique, quoi qu'on veuille bien nous dire. Et ces changements, s'ils ont lieu, ils sont infinitésimaux et d'après les savants les plus sérieux, ils ne sont pas dus franchement à l'activité humaine, mais à d'autres phénomènes géologiques bien plus puissants que l'activité humaine et qui interviennent à intervalles réguliers et de façon fluctuante. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour dire bonjour au printemps et à ceux qui nous écoutent. Alors, est-ce qu'il y a des choses à visualiser Absolument. Nous avons l'actualité en images que nous allons regarder. Le thème d'aujourd'hui, les clowneries de la Macronerie. L'actualité en images et on se retrouve juste après. Les ministres de la Macronie nous ont habitués à raconter n'importe quoi depuis des années. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Je suis le ministre, si j'ose dire, de la planète. Ambitieux. Mais là, en ce moment, il faut avouer qu'il se surpasse. En l'espace de quelques jours, on a eu droit à des déclarations ou des attitudes complètement grotesques. On commence avec Amélie Oudéa-Castéra, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, mais qui est tout de même restée ministre des Sports. Et à ce titre, elle est bien évidemment concernée par tout ce qui touche de près ou de loin les Jeux Olympiques. Notamment cette histoire de faire chanter Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO, ce qui a provoqué une vive polémique. Amélie Oudéa-Castéra a cru bon d'apporter son soutien à la chanteuse tant décriée, et franchement, je suis pas certain que ça aide vraiment Aya Nakamura. Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. On enchaîne avec Sarah El Haïry, la ministre déléguée chargée de l'enfance, qui nous a fait la démonstration par 2 fois de sa maîtrise linguistique lors de la séance de questions au gouvernement du 12 mars. Ne jetez pas l'opprobre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais... Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'opprobre sur les assistants familiaux. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Samedi 9 mars, c'était le premier meeting de la campagne de la Macronie pour les élections européennes. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, y était bien évidemment, et elle n'a, mais alors pas du tout, surjoué son engagement. Et donc, Rachida Dati qui est debout sur sa chaise et qui remue son drapeau ici avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elle remue un drapeau européen. Je suis pas certain que ça suffise pour faire oublier cette déclaration que tu as faite, Rachida. À la République En Marche, ils viennent d'où ? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains ? C'est des traites de gauche, des traites de droite.
On passe à Prisca Thévenot, la zélée porte-parole du gouvernement, également très engagée dans les élections européennes à venir. Et dans cette vidéo, elle nous explique pourquoi nous avons absolument besoin d'Europe et elle nous donne un exemple imparable. Et un jeune m'avait dit mais l'Europe ne fait rien pour nous. Et coïncidence, c'est qu'il m'avait dit ça alors que nous étions sur un terrain de basketball qui venait d'être inauguré et donc il y avait encore les panneaux de financement. Et je lui ai demandé de lever les yeux et de regarder le financement de ce terrain de basket. Et force est de constater qu'une des premières lignes de financement, c'était justement l'Europe. Et on termine avec le Premier ministre en personne, Gabriel Attal, qui nous a gratifié d'une bien curieuse expression lors de son discours en soutien à l'Ukraine le 12 mars. Je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples. Je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français. Slava Ukraini. Ah, c'est impressionnant, hein, jeter l'eau propre. Allez. Oui, effectivement, les tripes qui se nouent, déjà, c'est pas mal. Hein. C'est la dernière en date, les tripes qui se nouent. Faut pas aller si loin, monsieur le ministre, vous faites du mal. Jeter l'eau propre, effectivement, par rapport à un mot qui est l'opprobre, qui est régulièrement mal prononcé parce que compliqué, et puis surtout désuet dans la langue française actuelle. C'est aujourd'hui, on dirait les déchets, quoi. L'opprobre, c'est tout ce qui est laid, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est de l'ordre du déchet. Et on entend parler dans les textes du XVIIIe siècle essentiellement, mais c'est plus très courant dans le langage français d'aujourd'hui. Mais effectivement, jeter l'opprobre avec un B comme Bernard à la fin, ça aurait dû être le mot qu'elle aurait dû prononcer. Bon, mais il y en a eu d'autres. Hein. Moi, j'ai vu Rachida Dati qui remuait son, et le monsieur hésite. Hein. On se rend bien compte qu'il se concentre. Et elle remue son drapeau de l'Europe. Donc on a eu peur, mais c'est finalement ça aurait pu être autre chose parce qu'elle était debout sur sa chaise quand même à ce moment-là. Hein. Donc on assiste à des moments croquignolets, croustillants, jusqu'à celui de la parodie de Kaamelott, c'est-à-dire Kaamelott, on croyait que c'était fait pour parodier les autres, mais là non, c'est les autres qui sont faits pour parodier Kaamelott, quoi. C'est-à-dire que quand il dit à son servant oui, mais vous devriez arrêter d'essayer de dire des trucs. Mais c'est exactement ça, quoi. On a envie de dire au ministre, on vous conseille, comme dans Kaamelott, d'arrêter de dire des trucs parce que vous êtes pas bon, là. C'est aussi simple que ça. Donc ça m'a fait pouffer de rire, évidemment, parce que je suis un grand fan de Kaamelott. Et donc voilà, et on peut les empiler comme ça, effectivement, et d'ailleurs on les empile, et ça a été bien fait. Alors, bien sûr, se rendre compte au travers de ces différents témoignages que tous ceux qui nous représentent, ils nous représentent moyennement, pour pas dire très moyennement. On a l'impression que ce sont des personnes qui ont été appelées au dernier moment et qui n'ont pas eu le temps d'apprendre leurs leçons, qui n'ont pas eu le temps d'apprendre leur texte, tout simplement. Exactement comme le fait remarquer d'ailleurs Kaamelott en disant vous devriez arrêter de dire des trucs. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas commencé encore. On leur demande tout de suite d'être performants et ils savent pas faire. Ils n'ont pas cette compétence-là, ils n'ont pas ces qualités. Ils ont accepté le job probablement pour 100 raisons qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des Français, mais plutôt à voir avec le leur, hein, c'est évident. Hein. Et donc, Monsieur Macron, aussi séduisant soit-il au sein de son propre camp, n'arrive pas à rameuter suffisamment de gens de qualité pour savoir simplement s'exprimer en public. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut remarquer. Alors, ça fait pas d'eux des monstres. Ils ont d'autres raisons pour lesquelles on a envie de se débarrasser d'eux, mais pas tellement d'eux d'ailleurs. On a plutôt envie de se débarrasser de ceux qui les ont fait nommer ou qui les ont nommés directement. On sait qu'il y a des faiseurs de rois. Hein. On sait que Monsieur Attali a un certain talent pour dire qui va être ministre, qui va être président de la République. Et on lui connaît ce talent. Donc oui, il y a des gens qui ont des compétences, mais ils sont plutôt cachés, ils sont plutôt dans l'ombre. On a tout à fait l'impression que c'est eux qui commandent, ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais on aimerait mieux discuter avec eux plutôt que de discuter avec, je sais pas, Monsieur Macron ou Monsieur Attal ou que sais-je encore. C'est un peu du même acabit que lorsque Monsieur Poutine dit non, mais moi je ne discuterai pas avec l'Ukraine, je veux discuter avec l'OTAN. Voilà. Donc effectivement, il faut pas discuter avec les servants, il faut discuter avec les patrons. Il a raison, hein, Monsieur Poutine. Nous c'est un peu pareil. On aimerait bien discuter avec les patrons. Pour l'instant, on a les servants. Voilà, c'est comme ça. On va pouvoir développer le thème de ce soir, la paix par le droit. Allez, c'est parti pour au moins 20 minutes. 20 minutes, la paix par le droit. Ouh là là. Alors, justement, on parlait à l'instant de la Russie. Alors, la Russie, elle a les moyens militaires. On se les fait expliquer en long, en large, en travers par Monsieur Poutine. Alors, on sait même pas forcément le détail de ce qui est disponible dans l'arsenal russe. On sait vaguement que il y a des ogives qui vont à Mach 10 ou Mach 20, je ne sais combien.
qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus véloces donc en termes militaires que d'autres ogives venus de l'OTAN, et que donc déjà sur le papier, il y a l'avantage technologique de la qualité. Il y a aussi l'avantage technologique de la quantité. Visiblement, il semblerait que des chars d'assaut, il y en a beaucoup plus en Russie et autour de la Russie que dans la somme des autres pays, ce qu'on peut effectivement éventuellement admettre. Hein. Souvenons-nous que les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak avec des chars d'assaut, mais qu'en bas, il n'y avait plus personne parce qu'ils avaient mis un tapis de bombes et que quand ils ont amené les chars n'avaient plus grand-chose à faire d'autre que de la police naturelle, quoi, hein, je dirais. Alors que là, on est dans un contexte différent. On s'aperçoit qu'il y a des chars Abrams, donc des chars américains, qui se font détruire, alors pas en masse énorme. Pourquoi pas en masse énorme? Ben parce que tout simplement, ils sont utilisés comme soutien à l'infanterie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés côte à côte dans une logique d'affrontement avec d'autres chars. Tout simplement. Parce que dans cette logique d'affrontement avec d'autres chars, ben, il semblerait que la Blitzkrieg, comme on dit en allemand, cette guerre éclair, soit plutôt au bénéfice des Russes que des Américains. Donc on cherche des tactiques pour essayer de sauvegarder le matériel, à défaut de sauvegarder les êtres humains, évidemment, hein. Sauvegarder le matériel et puis faire avancer les choses le mieux possible, essayer de sauver les chars Abrams des coups de canon meurtriers et distants des chars russes, tout simplement. Donc la Russie équipée, dès lors qu'on a un super puissant qui est équipé de matériel militaire, qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, si on regarde dans le passé, on obtient tout simplement une belle guerre du dominant au dominé, qui dit, bah, c'est moi le patron, j'arrive avec mes soldats perses, comme dans l'Antiquité, j'écrase de ma puissance les voisins qui commencent à m'enquiquiner, et dont je lorgne sur les différents fruits, que ce soit des mines, que ce soit de l'or, que ce soit, pourquoi pas déjà à l'époque du pétrole, etc., etc. Donc, le tyran moyen, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, le tyran moyen qui est un oligarque qui s'est fait élire ou qui s'est fait reconnaître comme étant le patron tout simplement d'une nation, eh bien lui, il va attaquer. Il va attaquer. Mais est-ce qu'il aura le droit avec lui? Ben non, il n'aura pas le droit avec lui puisqu'il attaque. La guerre, c'est la rupture du droit. La guerre, c'est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. C'est-à-dire la négociation ne suffit plus, la négociation ne marche plus, le droit des uns n'est pas considéré comme le droit des autres, donc on marche sur des choses qui sont pas les mêmes, quoi, avec des choses qui ne sont pas les mêmes. Donc à ce moment-là, c'est la guerre. C'est la guerre, et là, chauffe qui peut, et chacun va tirer les marrons du feu s'il le peut, ou se protéger, ou obtenir suffisamment de pertes chez l'ennemi pour que ça encourage l'ennemi, à un moment donné, à rentrer dans des négociations de paix, justement. Hein. Alors, pour revenir à M. Poutine, moi j'ai le sentiment que, en l'écoutant, à un moment donné, il pourrait se mettre en colère, expliquer à tout le monde que non seulement il peut se défendre d'une attaque militaire nucléaire américaine et occidentale, non seulement il peut faire ça, mais implicitement, il peut nous agresser avec des moyens qui sont pas forcément similaires, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas la connaissance totale. Il ne nous a pas donné la liste complète de son arsenal, monsieur Poutine. Et on a l'impression dans ses propos que l'attaque qui pourrait être nucléaire venant de l'Occident serait contrée par une contre-attaque, donc, mais qui ne serait pas, elle, forcément nucléaire. Qu'est-ce qui nous empêche de penser ça? Bah rien. Ça c'est le premier point. Donc il y aura une supériorité matérielle évidente qui fait que M. Poutine se sent si fort qu'il n'est pas en position d'attaquer. Or il attend. Aujourd'hui il pourrait attaquer, mais non, il attend. Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend que le droit prenne le dessus sur la guerre, et voilà, tout simplement. Hein. Et que derrière ce droit, il y ait une paix, mais que ce soit une paix reconnue par tous. Lui, de quoi a-t-il envie? Il a envie que en Ukraine, le Donbass, Loubiansk et d'autres régions encore soient reconnus comme étant définitivement passés sous le giron de la Russie et non plus de l'Ukraine. On sait pourquoi, il nous l'a dit 100 fois, les choses ont été dites et redites, à savoir que sous l'URSS, c'est Khrouchtchev qui avait fait créer l'autonomie de l'Ukraine en quelque sorte, hein, alors qu'avant c'était un seul bloc avec la Russie. Donc, créant l'autonomie de l'Ukraine, il a fait ça de façon symbolique, voilà. Et comme l'URSS a disparu, eh bien, à un moment donné, l'Occident s'est cru autorisé à dire, bah attendez, l'URSS a disparu, donc on récupère l'Ukraine. Ah bah non, ça marche pas. Monsieur Poutine, il n'est pas d'accord avec ça. Après, le droit, c'est des questions de point de vue aussi.
hein, voilà. Le droit, c'est ce qui nous permet d'organiser la paix après la guerre. On est bien d'accord là-dessus. Mais là, sur les considérations relatives au territoire, eh bien, l'Ukraine, évidemment, faisait partie de l'ancienne Russie. D'ailleurs, la Rousse de Kiev, pardon, c'était la fondation de la Russie au début du 12e du siècle, je crois, ou 13e. Je dis peut-être une bêtise, on me corrigera. Donc voilà. Donc Monsieur Poutine, lui, il est dans cette logique-là de récupérer par le droit, c'est-à-dire faire en sorte que les populations soient d'accord avec ce qu'il propose. Car la seule façon de faire du droit, c'est de mettre tout le monde d'accord. Si la moitié des populations n'est pas d'accord, ben, ma foi, elle va faire jouer la population son droit de disposer d'elle-même. Et c'est ça, c'est la grande invention du XXe siècle, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, 1914-1918. En 1918, on établit cette règle, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc les peuples auraient un droit. Bah oui, il semblerait que les peuples aient un droit. Dans lequel cadre? Ben, dans un cadre démocratique. Ah bon, ben, effectivement. Et les peuples, dans le cadre démocratique, est-ce qu'ils peuvent déterminer si ça sera la paix ou si ce sera la guerre? Bah oui, si c'est une démocratie, ce sont les peuples qui en décident. Mais qu'est-ce qu'on constate en réalité? Ben, on constate en réalité que M. Macron, il est monté au créneau, passez-moi l'expression, en expliquant à tout le monde qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine, etc. Mais est-ce qu'il nous a demandé l'autorisation à nous, peuple français? J'ai pas le sentiment. Donc, à un moment donné, on est spolié de nos propres droits, parce qu'on est en démocratie, et il faudrait pour le moins nous consulter pour dire si oui ou non il est important, intéressant, judicieux d'aller installer des troupes françaises en Ukraine contre la Russie. Avant même de discuter du bien et du mal, et du bien fondé ou du mal fondé de toute initiative de M. Macron, c'est est-ce que cette initiative était en droit, existait en droit, était possible en droit? Ben, la réponse, on la connaît, on vient de la connaître. Hein. Donc non, les droits du peuple à disposer d'eux-mêmes, c'est de dire aux Ukrainiens, est-ce que vous voulez rester ukrainien ou bien est-ce que vous voulez rester russe? Or, nous avons des échos très sérieux qui nous laissent penser que certains Ukrainiens veulent rapidement revenir sous la houlette russe parce qu'ils y trouvent beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont mis les crosses en l'air et qui ont traversé la frontière pour aller en Russie ont toutes été plutôt bien accueillies, hein, d'après les informations que nous avons. Le déroulement de ce que fait Monsieur Poutine, ça n'est pas dans le but de tuer des gens, c'est dans le but de réduire effectivement mécaniquement l'armée ukrainienne à sa plus simple expression, c'est-à-dire avec des matériels totalement détruits. Et c'est ce que l'armée russe arrive à faire. Elle se protège assez bien, même très bien, contre une armée qu'elle détruit méthodiquement. Voilà le contexte, comment on pourrait dire les choses. Donc toujours pas d'attaque de la part de la Russie et encore moins d'attaque de la part de la Russie vers l'Occident, vers l'Europe. Est-ce que la Russie a manifesté à un moment donné en disant mon Lebensraum, par exemple, hein, mon espace vital va de Vladivostok à Lisbonne? Je n'ai pas entendu dire ça, moi. Alors que dans d'autres temps, dans les années 30, il y avait un certain Adolphe qui disait oui, moi j'ai besoin d'un Lebensraum, c'est-à-dire d'un espace vital. Parce que l'Allemagne doit s'étendre, etc., etc. Donc, on a besoin de rendre le Mittel Europa, l'Europe du centre, on a besoin de la rendre allemande. C'était sa façon de voir les choses. Et il instaurait un droit en fonction de ce projet. Voilà. Donc, le droit, effectivement, à un moment donné, il justifie des choses, ou alors il les empêche. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que, par exemple, la Cour internationale de justice, qui a été sollicitée par l'Afrique du Sud dans le cadre du droit international, eh bien cette Cour internationale de justice, elle a dit à Monsieur Netanyahou, eh bien écoutez, c'est pas bien de bombarder Gaza. C'est intéressant. Je résume, hein, mais c'est ça qu'il a dit. Hein. Donc elle a été sollicitée. C'est une Cour internationale de justice qui a été créée au début du XXe siècle. Je crois qu'il y avait participé notamment à sa création Nicolas II, donc de Russie, hein, l'empereur de Russie à l'époque. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, et ça a une valeur juridique internationale. Voilà, contrairement à la CPI qui n'en a pas. Hein. Pour pénal international n'a pas de valeur juridique. Donc cette Afrique du Sud qui avait porté plainte auprès de la CIJ, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, elle dit victoire. La Cour industrielle, la Cour internationale de justice a reconnu que c'était pas bien d'attaquer Gaza. Ah bah oui, victoire. Ouais. Mais victoire de quoi? Est-ce que ça s'est arrêté? Ben non, ça s'est pas arrêté. Et pourquoi ça s'est pas arrêté? Ben parce que tout simplement, il n'y a pas de
il n'y a pas eu de décision de prise de porter des sanctions à Israël au cas où elle n'obéirait pas aux avis de la CIJ. Voilà. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Monsieur Netanyahou, il a continué comme avant, en toute impunité. Et que fait le droit? Le droit, il laisse passer les trains, comme les vaches qui regardent passer les trains. Le droit, il regarde passer les trains. Voilà ce qui s'est passé. Donc ce droit, à quel moment est-ce qu'il intervient pour la paix? On va dire, Monsieur Poutine nous en donne un bel exemple. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un homme ou un bloc de nations qui décide de bonne foi que on a assez fait la guerre, que celles qu'on a fait derrière, elles en suffisent, et que celles qui se passeraient devant, elles seraient terminales, ceux-là qui gardent la tête froide et qui sont conscients de leurs responsabilités par rapport au maintien de la race humaine sur cette planète, tout simplement, on va pas se payer de mots, c'est le maintien de la race humaine sur cette planète qui est en cause, eh bien ceux-là, ils sont sérieux. Et ils disent, voilà, moi j'ai un gros bâton, j'ai des armes pour vous mettre tous à l'amende, comme on dit chez les mafieux, ou chez les bagarreurs, et donc à vous de décider. Et on peut imaginer assez facilement que dans la coulisse, dont on ne parle pas ni sur BFM, ni sur les grands, chez les grands journalistes des grands chemins, les grands médias de grands chemins, eh bien on peut imaginer qu'il se passe plein de choses. En termes diplomatiques, bien évidemment. Alors, on ne veut pas les imaginer, parce qu'on les connaît pas. On ne peut que les imaginer, mais on ne va pas se livrer à ce genre de jeu. Mais on est à peu près certain que le bal qui se passe entre monsieur Macron, monsieur Tusk et monsieur Scholz, qui sont les patrons des 3 pays, Pologne, Allemagne et France, qui se sont réunis aujourd'hui, eh bien, il y a gros à parier qu'ils ont parlé des conséquences de la parole de monsieur Macron hier, qui a maintenu qu'il était tout à fait envisageable d'envoyer des troupes françaises ou autres en Ukraine. Et parce que les mots ont un sens et qu'en diplomatie, tout fait sens. Alors, il est toujours possible en diplomatie, justement, de faire marche arrière, de dire finalement, mais les mots ont dépassé ma pensée, n'est-ce pas? Je viens de recevoir des contre-ordres. On peut faire aussi comme ça, monsieur. D'accord, très bien. Donc ça veut dire rentrer dans les visées de monsieur Poutine et commencer à faire du droit au travers de la diplomatie. Parce que s'il n'y a pas de droit dans la diplomatie, il n'y a plus rien. Je m'explique. S'il n'y avait pas l'ONU, s'il n'y a pas les organisations internationales, eh bien, il n'y a plus de possibilité de se parler dans une salle, dans un amphithéâtre, entre soi, entre tous les belligérants. Voilà. Il n'y a plus cette possibilité-là. Donc, c'est pas le droit en soi qui est en cause, mais c'est les moyens du droit. Voilà. Donc ça, il faut absolument que ce soit maintenu. Or, on insiste à quoi? On insiste à la volonté de ne pas se réunir, de ne pas se parler, de ne rien dire. Et ça vient pas du côté des Russes, ça vient du côté de l'Occident. Donc l'Occident ne s'autorise même pas lui-même à aller parler à la Russie pour discuter de l'issue de ce conflit. Donc, que fait la Russie? Elle attend. Elle attend que leur pousse à tous, les uns et les autres, une forme de raison. Malheureusement, quand on se réfère à l'extrait qu'on a vu tout à l'heure en tout début de session, on se rend compte que la raison, ma foi, elle a peut-être échappé du cerveau de certains, quoi. Voilà. Malheureusement. Alors on est un petit peu inquiet, on se dit mais qui va nous sortir de ce bourbier? Nous, peuple, où on est à peu près la tête sur les épaules, on voit les choses telles qu'elles sont, on écoute les belligérants, on écoute les avis des uns et des autres, on écoute pourquoi monsieur Poutine a cru bon d'envahir l'Ukraine, on comprend très bien d'ailleurs pourquoi il a voulu envahir l'Ukraine. L'Occident en fait un casus belli absolument incontournable et ils veulent pas entendre parler d'autre chose que de cette invasion. Alors qu'il faudrait parler d'autre chose, évidemment, il faudrait remonter à 2014, pardonnez-moi. Il faudrait remonter à cette période où on a trahi tout simplement les accords de Minsk ont été totalement trahis et ni l'Allemagne ni la France n'avaient l'intention de bouger d'un iota sur quoi que ce soit concernant l'Ukraine. Et alors que justement il était entendu par les accords de Minsk qu'il allait falloir bouger les choses et les choses n'ont pas bougé. Donc au bout d'un certain temps, monsieur Poutine a vu le danger arriver, il a vu que l'Ukraine risquait de basculer dans le giron de l'OTAN, et c'est surtout ce qu'il ne voulait pas, et donc à un moment donné, il a pris ses responsabilités, comme on dit. Donc, prenant ses responsabilités, il est arrivé à ce qui est arrivé. Voilà, donc le droit là-dedans, comment va-t-il faire? Alors, pour moi, le droit, en l'occurrence, n'est pas une arme de pointe, ni de pointe, mais par contre, il sera impossible de se passer du droit dès lors qu'on rentrera dans les négociations avec entre monsieur Poutine et l'Occident. Il va bien falloir y rentrer, sinon, nos enfants seront plus là pour voir l'avenir. Donc voilà.
Sinon, il y aura des choses bizarres. Alors, à moins que, je le disais tout à l'heure, on ait des armes qui soient particulièrement nouvelles, particulièrement novatrices sur plein de domaines, et pas seulement la vélocité des ogives. À moins qu'on ait des armes qui soient capables de lutter contre une invasion nucléaire, qui peut être aujourd'hui considérée, qui pourrait, je mets au conditionnel, être considérée aujourd'hui comme une solution militaire un peu ancienne. Hein, ça date de 1945 cette affaire de la bombe atomique. Hein. Et que depuis ce temps-là, bah, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Voilà, il y a peut-être eu des messages qui sont passés en interne, en externe, appelez ça comme vous voulez, mais toujours est-il que la solution nucléaire, elle intéresse personne. Car quand vous êtes un attaquant avec une arme nucléaire, vous allez vitrifier les zones que vous convoitez. Alors, c'est pas très malin d'aller les vitrifier, quoi. Donc, c'est donc un argument de fin du monde. C'est je te tue, tu me tues. Voilà, c'est exactement la même logique que l'histoire du scorpion qui veut passer la rivière à pied sec et qui demande à l'hippopotame de bien vouloir le prendre sur son dos. L'hippopotame lui dit, bah écoute, si je te prends sur mon dos, tu vas me piquer et je vais mourir. Et le scorpion lui dit, pourquoi je ferais ça? Parce que si tu meurs, je me noie. Ah bon, ben vu comme ça, d'accord. Et donc il prend le scorpion sur son dos et en plein milieu du fleuve, le scorpion pique l'hippopotame qui lui dit mais pourquoi tu m'as tué? Et l'autre lui répond parce que c'est dans mon instinct de tuer et de piquer. Voilà, donc je ne peux pas faire autrement. Alors si on tombe sur des fous qui raisonnent comme le scorpion, on va tous mourir. La première option. Deuxième option, si on a au sein de la société humaine des gens qui sont prêts non seulement à reconnaître que les choses ne vont pas bien, mais à les faire changer, ah bah là on va vivre. Et on va vivre bien. Mais par contre, ça supposera de changer quelques têtes, probablement de changer quelques principes. Et au sein du CNTF-CH, nous disons qu'il faut tout simplement changer de paradigme. Voilà. Jean-Pierre. Écoutons Jean-Pierre. Merci Philippe pour toute cette allocution où il y a énormément de pépites de richesse. J'ai apprécié l'histoire du scorpion et de l'hippopotame. Le règne animal réagit à nos pulsations énergétiques. C'est-à-dire que on peut toujours reprocher aux scorpions de piquer. Si notre espèce émet des ondes de paix, et la paix, la véritable paix, n'est pas dépendante d'une stratégie ou d'une circonstance. La véritable paix vient du profond de l'être et rayonne vers l'extérieur. Alors il y a une différence entre la paix politique et la paix qui rayonne d'un être vers son extérieur. Nous sommes tous en vie, me semble-t-il, enfin moi je suis en vie pour calmer mon agitation. Quand je calme mon agitation, je parviens à être à peu près dans l'instant présent en permanence, c'est-à-dire à tendre vers ma divinité. Ceci dit, j'ai du boulot pour être dans l'instant présent en permanence. Hein. Alors je suis, et la paix, elle est, que nous le voulions ou pas, nous la laissons traverser notre propre corps ou non. La véritable paix, Shanti, la paix de l'esprit. Donc, les gens, quand ils ont une agitation, ils n'ont qu'une hâte, c'est de la refiler aux autres. Parce que l'agitation n'est pas si naturelle que ça. Elle est nécessaire, mais quand on en a trop, c'est la souffrance. Donc, on la refile aux autres. Donc, on déclenche une guerre, parce que comme ça, les gens imaginent qu'ils vont se débarrasser de leur propre agitation, ce qui est complètement faux. Ils vont en rajouter. Parce que dès que j'envoie une énergie dans l'univers, elle me revient. Alors le jour où elle me revient, je suis pas content. Parce que j'ai envoyé une forme d'agitation coléreuse qui me revient en pleine figure. Alors jusqu'au jour où je fais comme l'apprenti sorcier, j'appelle au secours. Et quand j'appelle au secours, forcément le maître qui regardait ça discrètement, sans se montrer, intervient. Je vous signale quand même que dans l'apprenti sorcier, il est obligé d'intervenir par 3 fois avant que le cyclone, le vortex déclenché par l'apprenti sorcier se calme. Toutefois, le maître attend parce que tant que l'apprenti n'appelle pas au secours, il n'y a aucune raison d'intervenir. Il faut que l'apprenti se rende compte qu'il a fait une erreur. Et il ne peut s'en rendre compte que quand il est dans le cœur du vortex et qu'il manque de se noyer. Alors voilà, je suis sur Terre pour calmer mon agitation et je vous en souhaite autant. Et c'est ça la paix, trouver la paix en soi. Je vous rappelle que nous sommes des centaines de milliards de cellules réunies dans un corps en état de fonctionnement, c'est-à-dire que ces cellules vivent en état de solidarité paisible entre elles
pourquoi 2 êtres humains seraient censés se faire la guerre? 2 seulement, alors que des milliards s'entendent. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous remercie d'avoir entendu. Paix et liberté, 2 mots qui vont très très bien ensemble, et si on les ajoute l'un à l'autre, eh bien ça donne de l'épanouissement, et ça donne aussi la bannière du Conseil national de transition français, canal historique. Nous vous donnons rendez-vous juste après le week-end, ce sera lundi, avec La France Libre. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Patrick, merci à vous également qui nous avez accordé cette petite demi-heure. Bon week-end et à lundi.